Bienvenue dans ce nouveau numéro du Culture Mag, le journal des arts et du lifestyle. Au sommaire aujourd'hui de l'art, de la littérature pour enfants et du cinéma. Nous allons recevoir un diplomate israélien qui fait littéralement l'andouille sur Internet pour la promotion d'un livre qu'il a écrit, un livre pour enfants. Dans ce journal, nous irons voir du côté des scientifiques américains. Ils viennent de mettre au point une technique de restauration de tableaux. Et puis, nous partirons à Cuba. L'île se dote, elle aussi, d'un centre d'art contemporain comme les grandes villes du monde occidental. Et puis enfin, dans le Culture Mag, nous parlerons cinéma avec cette bonne nouvelle. Les Superwoman arrivent enfin à Hollywood. La facilité nous pousserait à dire que les Superwoman sont déjà un peu partout ailleurs et dans tous les domaines dans le monde, mais nous allons éviter la facilité. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à i24 News. Nous ouvrons donc notre page art. La restauration de tableaux est un sujet très délicat. Comment respecter une œuvre tout en lui redonnant sa couleur originelle? Aux États-Unis, une technique de reconstitution chromatique vient de faire 2 miracles. Le public peut désormais admirer un Renoir et un Van Gogh, tout beau, tout neuf. C'est le récit de Sandy Fortis. Des tableaux de Renoir et Van Gogh retrouvent leur couleur. À l'Art Museum de Chicago, on peut désormais découvrir Madame Léon de Clapisson avec son look d'origine. Restaurer une toile de maître nécessite un travail minutieux afin de ne pas altérer physiquement les tableaux, mais la technologie est venue révolutionner le monde des experts. Nous avons de nouvelles techniques pour observer les peintures ou d'autres œuvres d'art qui nous indiquent quelles molécules sont contenues dans ces peintures. Ainsi, des scientifiques américains ont pu notamment réaliser une image numérique reconstituant pour la première fois les couleurs d'origine du célèbre portrait de Renoir. Avec cette nouvelle technique de spectroscopie qui amplifie la surface d'un tableau, nous pouvons prendre un échantillon qui est presque plus petit que le diamètre d'un cheveu humain et vraiment identifier d'où vient le colorant. Grâce à ce procédé, des experts ont pu découvrir que Picasso avait utilisé de la peinture de bâtiment dans certaines de ses œuvres. Des œuvres qui, comme beaucoup d'autres, sont altérées par le temps et une exposition excessive à la lumière naturelle. La couleur jaune d'origine est maintenant recouverte d'une croûte grise qui est très différente du jaune éclatant d'origine. Maintenant, c'est une sorte de rose monotone. Certains tableaux ne pouvant être restaurés sans être détériorés, un autre procédé a été élaboré par des experts de l'université de Yale aux États-Unis. À l'aide d'un logiciel, ils recréent pixel par pixel une image virtuelle des tableaux originels qu'ils projettent ensuite sur les toiles grâce à un projecteur. L'apparence originelle de la couleur est ainsi recréée sans altérer physiquement le tableau. Une fois de plus, la technologie se met au service de l'art. On reste dans l'art et on part maintenant à Cuba assister au boom de l'art contemporain. L'île a cédé aux sirènes du grand capital et tout comme à New York, Paris ou Londres, elle se dote d'un méga musée dédié à l'art contemporain. C'est une révolution et c'est un sujet signé David Gomba. Une usine désaffectée en banlieue de la Havane. L'ancienne fabrique d'huile El Cochinero n'échappe pas à la tendance mondiale. Cuba, elle aussi, se dote d'un espace géant dédié à l'art contemporain. La fabrique d'art est un lieu d'accueil pour exposer ce qui se passe dans l'art contemporain à Cuba dans tous les domaines. Un grand travail a été réalisé pour maintenir la qualité. Un grand nombre d'œuvres a été sélectionné. Comme dans toutes les capitales du monde occidental, l'Art Factory de la Havane met en avant peinture, sculpture, danse, vidéo art et théâtre. Signe des temps ou de détente, la Art Factory est ouverte aux exilés. Nous sommes ouverts à tous, cubains vivant à Cuba et artistes cubains vivant à l'étranger. La proposition vaut pour tous, même pour les étrangers. Le régime de Fidel Castro, fidèles aux principes communistes, avait pris le contrôle de la politique culturelle du pays, censurant tout artiste divergeant de la ligne officielle. La fabrique d'art a été financée en majorité par des fonds indépendants, lui permettant de s'exprimer plus librement. Chose inenvisageable il y a quelques années. Une liberté qui devrait ouvrir les Cubains à une nouvelle culture. Ainsi, les gens apprennent, voient et ouvrent les yeux sur ce qu'il se passe, se rendent compte qu'il y a beaucoup de gens à Cuba qui travaillent et font des bonnes choses pour la culture cubaine. Si en théorie la direction artistique est détachée des préceptes communistes, le prix d'entrée, lui, le reste.
$2 par personne. À suivre, notre invité, le diplomate israélien Dan Orian, qui fait le buzz sur Internet en faisant l'andouille. Mais tout de suite, ce sont les highlights, l'agenda des expositions. Du classique au jazz, en passant par le rock, la guitare est un instrument dominant dans de nombreux genres musicaux. À Tel Aviv, le centre musical Felicia Blumenthal rend hommage à cet instrument à cordes. Au programme, de nombreux concerts avec un accent sur la musique classique. Ruben Seroussi avec des interprétations d'œuvres baroques, mais aussi de ses propres compositions. Le duo Arpeggione pour contrebasse et guitare, ainsi qu'un récital de Petra Polakova, venue tout droit de République tchèque. La semaine de la guitare, c'est à Tel Aviv jusqu'au 19 février. La nuit vue sous toutes les coutures, le Muséum d'histoire naturelle accueille l'exposition Nuit. Elle explore le ciel, la nature au travers de l'astronomie, la biologie, l'éthologie, la physiologie, l'anthropologie et la neurologie. Grâce à des jeux et dispositifs multimédia, le public peut observer à la loupe d'authentiques étoiles filantes, découvrir les animaux de la nuit et profiter du ciel nocturne vu depuis le jardin des plantes, sans nuages ni pollution lumineuse. Plongez dans le monde de la nuit, vous avez jusqu'au 3 novembre. Exposition William S. Burroughs à Londres. Figure de la Beat Generation, célèbre pour son travail d'écriture et de peinture, Burroughs l'était aussi pour ses photographies. Taking Shots, une première en Europe, se tient à la Photographers Gallery et dévoile un aspect plutôt méconnu de son œuvre. Entre scènes de rue, collages, antennes radio et portraits, cette exposition jette un nouveau regard sur la créativité folle de cet artiste hors du commun. Partez à la découverte du photographe William S. Burroughs jusqu'au 30 mars. Et voilà, sur le plateau du Culture Mag, un écrivain, un drôle d'écrivain. Bonjour Dan Orian, vous êtes diplomate, vous avez été numéro 2 de l'ambassade d'Israël à Copenhague, vous avez été chargé du rayonnement de la littérature israélienne au sein du gouvernement et vous êtes actuellement au ministère des Affaires étrangères en charge des Balkans. Mais surtout, vous êtes un diplomate particulier parce que vous avez fait un petit numéro sur Internet. Je vous propose qu'on en regarde un extrait et puis vous allez nous dire pourquoi vous avez fait ça. Far, da du var lille, vidste du så, hvad du ville være? Selvfølgelig, sagde faren. Jeg ville være verdensmester i gymnastik. Sådan begynder Dan Orians første børnebog, da far var dreng. Dan Orian er israelsk diplomat ved den israelske ambassade i København. Han har allerede været her i 3 år. Vi ser ham på tv, læser hans kommentarer i aviserne, der fortrinsvis handler om konflikten i Mellemøsten. Vi ved også, at Dan beskæftiger sig med handel og i særdeleshed kultur. Dan Orian, c'est pas tous les jours qu'on voit un diplomate faire le gugus, comme on dit en français, pour la promotion d'un livre. Vous avez fait ça pour la promotion d'un livre pour enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le premier livre que j'avais écrit. Et pour moi, c'était très, très important. Je savais toujours que je serais un écrivain et que je devais avoir un livre, mais j'étais sûr que ce sera quelque chose de très très grave, très sérieux. La grande littérature. La grande littérature, 400 pages, quelque chose de très très sérieux. Non, là, c'est pas sérieux du tout. Je rappelle le titre, ça s'appelle When Dads Grows Up, quand papa grandit. C'est quoi? Ce sont vos rêves d'enfant, c'est ça? Oui, c'est en conversation entre père et son fils sur le sujet quel est un bon métier. Et on peut dire que le père, il sait ce qu'il voulait être. Il y a beaucoup de choses, mais chaque fois quand il y a une idée, l'enfant trouve quelques problèmes. Que ça ne va pas. Un diplomate israélien qui écrit, ça signifie quoi? Comment réagit le ministère des Affaires étrangères quand il voit votre vidéo et puis vos prestations? Je dois dire que les réactions étaient très très bonnes. Je peux dire que notre ambassadeur à Copenhague, il a mis ce film sur le net. Alors je pense que c'est normal. Il y a beaucoup de succès. De succès. Dan Orian, vous avez dit au début de cette interview que vous pensiez faire un grand livre de la grande littérature. Bon, vous faites un livre pour enfants. Il est traduit en 4 langues. C'est quand même un grand succès. Sur Internet, votre vidéo fait pas mal le buzz. Est-ce que vous pensez que la littérature pour enfants peut faire plus que la politique?
plus de consensus? C'est très difficile de dire, mais je pense qu'ensemble, c'est le plus fort moment. Et pour cette cause, je fais des efforts et je suis très heureux que le livre maintenant est en arabe aussi. Oui, justement, j'allais vous en parler. Ça, c'est une très grande victoire. D'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de traductions en arabe. Il n'y a pas beaucoup, il y a quelques, mais pas beaucoup. Il y a, si vous connaissez Où est Pluto, et Aïe Pluto, c'est une très connu livre en hébreu. Est traduit 5 ballons. Il y a quelques, mais pas beaucoup. Et je pense que c'est la première fois qu'un diplomate israélien un livre est traduit en arabe. Eh ben, c'est un beau succès, c'est très bien. On espère qu'il va être traduit en français. Merci Dan Orian d'être venu sur le plateau du Culture Mag. Je rappelle le titre de votre livre, When Dads Grows Up, avec une vidéo très drôle qu'il faut regarder sur Internet. Merci. La page cinéma maintenant avec vous, Laetitia Loreni, bonjour. Vous allez nous parler des femmes super-héros, héroïnes d'ailleurs, à Hollywood. Avant cela, je voudrais qu'on revienne sur les BAFTA, les récompenses les plus importantes du cinéma anglais. Elles ont été données dimanche soir à Londres. Comme attendu, les plus gros prix sont allés aux 2 favoris, Gravity et 12 Years a Slave. Meilleur film et meilleur acteur pour le film de Steve McQueen. Quant au film de Calderon, il a eu 6 prix, dont celui du meilleur réalisateur pour Gravity. Mais tout cela était, disons, attendu. Alors je vous propose de voir plus loin et de s'intéresser au BAFTA annexe. Celui du meilleur documentaire a été donné à Act of Killing. C'est un documentaire extrêmement dur qui met en scène des responsables de crimes de masse en Indonésie. Ils rejouent leur propre rôle devant la caméra. C'est un documentaire qui est sélectionné aux Oscars. Et puis le prix du meilleur film étranger a échappé à La vie d'Adèle. Il est allé à Grande Bellezza, vous devez le savoir, Laetitia, de Paolo Sorrentino. Et puis le BAFTA du meilleur espoir masculin a récompensé Barkhad Abdi, un acteur somalien excellent preneur d'otages dans Captain Phillips. Et puis, côté femmes, Laetitia, on va parler tout à l'heure avec vous des Superwoman, mais le BAFTA de la meilleure actrice est revenu à notre camarade Cate Blanchett. Qui est une Superwoman. Qui est une Superwoman. Alors justement, quel est le sujet? Oui, c'est ça, c'est l'arrivée des femmes, des Superwoman à Hollywood. C'est quoi? Alors effectivement, le président des productions de bande dessinée Marvel a confirmé que le personnage incarné par Scarlett Johansson, la Veuve Noire, va avoir le droit à son film solo. Jusqu'à présent, on pouvait l'avoir aux côtés de Captain America, aux côtés d'Iron Man, aux côtés des Avengers, mais là elle va avoir le droit à être l'héroïne de son film. Et cette annonce vient quelques semaines après qu'on apprenne que Wonder Woman, incarnée par Gal Gadot, va avoir le droit à une trilogie. Donc encore une fois, une femme sera à la tête d'affiche d'un film de super-héros. Une autre Superwoman? Une autre Superwoman, ce qui est assez intéressant, c'est dans le Moyen-Orient, où là, une Égyptienne, pas au cinéma cette fois-ci, mais dans la bande dessinée, a créé un personnage, le personnage de Kaera, qui est le Caire, qui veut dire le Caire en arabe. Et là, c'est une Superwoman qui se bat contre l'islamophobie et contre la prise de pouvoir des hommes sur les femmes. Il faut rappeler aussi que Marvel, la nouvelle Miss Marvel, va elle aussi être musulmane. Ce sera une pakistano-américaine, une étudiante dans une université. Donc c'est un petit peu une révolution. Ah, mais c'est même une très très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, oui. Parce que Hollywood, Hollywood est machiste, comme partout d'ailleurs. Alors effectivement, Hollywood est régné par des hommes depuis toujours. Ça a été créé par des hommes. Mais pourquoi est-ce que c'est par machisme? Certainement. Mais pas que. Il y a eu des tentatives déjà dans le passé de faire des films avec des super héroïnes, notamment Catwoman, qui était incarnée par Halle Berry, et ça a été un énorme flop. Elektra aussi, qui elle était incarnée par Jennifer Garner. Alors ça ne marchait pas. Ça marchait absolument pas, mais c'est pas seulement parce que le public est machiste ou parce qu'Hollywood est machiste, mais parce que les films étaient terriblement mauvais. Cette année, la donne a été changée avec des films comme Hunger Games, où la Jennifer Lawrence est le personnage principal. C'est pas une super-héroïne, mais presque. C'est un personnage très fort. Un personnage très fort.
Et il n'y a pas qu'au film d'action que cette donne est changée. Même au niveau de la comédie, on a pu le voir avec des films comme Mes meilleurs amis, où là c'était un casting que de femmes. Alors Hollywood se dit peut-être que c'est le moment de changer tout ça. Ça marche, le public va voir ces films avec des héroïnes féminines. Ils sont prêts à aller voir une femme incarner un premier rôle, ce qui n'est pas souvent le cas. Et du coup, ça joue sur les salaires, j'imagine, parce que le salaire des comédiennes... La donne change, c'est-à-dire que oui, effectivement, on voit des femmes avoir le rôle principal, mais les salaires sont toujours très bas. Jennifer Lawrence, par exemple, pour Hunger Games, a obtenu uniquement on la plaint pas non plus, mais $500,000, alors qu'un acteur lambda, on va dire comme Chris Pine dans Star Trek, lui, va obtenir $5 millions pour son cachet, alors qu'il n'a même pas reçu de nomination aux Oscars, comme Jennifer Lawrence l'a eu. Que voulez-vous, petite Laetitia, nous souffrons de cette discrimination. Les femmes, les hommes, c'est jamais égal. Merci beaucoup pour ces informations sur les Superwoman. On va terminer le journal là-dessus. Merci de votre fidélité, merci d'être là. On se retrouve demain à la même heure. Vous pouvez revoir cette émission sur www.i24news.tv et juste après, l'info continue. Merci.